Il se passe quelque chose d'inédit entre le Liban et Israël qui pourrait changer la face de toute la région. Pour la première fois, les deux pays ont accepté de travailler ensemble pour mettre fin à l'emprise du Hezbollah sur le sud du Liban et enfin ramener le calme le long de la frontière. Entrons dans le vif du sujet. Bienvenue sur Jérusalem Minute sur JNS TV. Cette semaine, on a annoncé un nouveau cessez-le-feu, je crois le 2e ou 3e. Qui peut compter le nombre de cessez-le-feu annoncés entre Israël et le Liban? Mais dans ce cas, Israël et le Liban déclarent ensemble qu'ils souhaitent faire avancer rapidement la création de soi-disant zones pilotes pour repousser progressivement le Hezbollah, l'organisation terroriste, plus au nord du fleuve Litanie. Et ensuite, il y a eu l'accord qui a de nouveau été négocié par les États-Unis. Cela est intervenu à l'issue d'un autre cycle de discussions, des discussions potentiellement historiques entre Jérusalem et Beyrouth. Passons à l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, Yechiel Leider, à propos de ces discussions. Je crois que nous avons réalisé aujourd'hui quelque chose d'assez inédit. Israël est entré au Liban après que le Hezbollah a décidé de rejoindre la guerre de l'Iran contre Israël. Et nous repoussons le Hezbollah. Et nous avons amené le peuple libanais à comprendre que nous ne sommes pas l'ennemi, c'est le Hezbollah qui l'est. Et maintenant, nous allons travailler ensemble pour débarrasser le pays de ce proxy iranien à la frontière d'Israël qui prive Israël de sa sécurité et le peuple libanais de sa liberté. Je pense que c'est cela la réussite. Alors, Alex, des zones pilotes, déplacer le Hezbollah vers le nord, est-ce que le gouvernement libanais va vraiment tenir sa promesse, c'est-à-dire détruire ou affaiblir le Hezbollah, jusqu'à ce qu'il ne soit plus une menace à la frontière nord d'Israël pour notre bien et celui du peuple libanais? Eh bien, ce que vous voyez ici, c'est une sorte de consolidation du Hezbollah qui se déplace vers le nord du pays. Un accord, en réalité, entre Israël et le gouvernement libanais, selon lequel le Hezbollah ne devrait pas opérer dans cette zone, que nous appelons la zone du Litanie, la région au sud du fleuve Litanie, à environ 10 à 15 miles de la frontière israélienne, que le Hezbollah quittera la zone selon cet accord. Tous les membres du Hezbollah qui restent dans le sud du Liban bénéficieraient, selon les informations, d'un court délai pour se retirer en toute sécurité de cette zone avant, vous savez, qu'Israël n'ouvre le feu. À un moment donné, l'ambassadeur Leiter a noté qu'Israël ouvrira le feu à un certain moment s'ils ne partent pas. Maintenant, quand on parle de zone pilote, l'idée de base est que le gouvernement libanais, qui sera aidé, armé et entraîné par les États-Unis, viendra prendre le contrôle de certaines zones stratégiques. Au début, une zone pilote signifie que l'armée libanaise entre dans une zone, mais l'armée israélienne l'entoure toujours, n'est-ce pas? Donc, dans ce cas, vous avez les FDI et l'armée libanaise qui travaillent côte à côte en coordination pour empêcher le Hezbollah de prendre le contrôle d'une zone. Mais au final, ce que les Libanais voudraient voir dans ce type d'accord, c'est que, vous savez, si la zone pilote fonctionne, alors il y aurait une autre zone pilote. Dans chaque zone pilote, les FDI se retirent et l'armée libanaise prend le contrôle. Vous allez arriver à un certain point où, si les FDI ne maintiennent aucune présence dans le sud du Liban, toute cette zone sera contrôlée par l'armée libanaise. Et la question est, comme nous l'avons constamment soulevé ici, est-ce que l'armée libanaise peut réellement empêcher le Hezbollah d'être dans cette zone? Le Hezbollah s'infiltrerait-il simplement dans l'armée libanaise? Qui est cette armée libanaise, au juste? Vous avez le Hezbollah partout dans le pays. Et oui, il y a une volonté au sein du gouvernement libanais d'écarter le Hezbollah de ses affaires, mais cela ne veut pas dire que le Hezbollah a quitté le pays, n'est-ce pas? Ils sont toujours là. Et je pense que c'est très dangereux de supposer que l'armée libanaise sera celle qui pourra maintenir cette présence dans le sud du Liban. Vous savez, même si la communauté internationale ne veut pas l'entendre, seule l'armée israélienne peut empêcher le Hamas d'avancer à Gaza vers Israël et empêcher le Hezbollah de descendre vers la frontière israélienne. Donc, vous voyez, c'est juste un autre plan ici qui semble consister à avoir une force qui n'est soit pas disposée, soit incapable d'empêcher le Hezbollah de s'approcher d'Israël. Maintenant, encore une fois, si cela se fait, disons de façon fragmentée, où d'accord, l'armée libanaise est ici et l'armée israélienne est là, et l'armée israélienne est ici et l'armée libanaise est là. Et ensuite,
Vous les avez en quelque sorte travaillant sous la supervision générale de Tsahal. Quelque chose comme ça peut fonctionner si c'est une responsabilité partagée. Mais si le but est d'arriver à une responsabilité uniquement sous l'armée libanaise, cela me semble être une recette absolue pour l'échec. Oui, les gens doivent comprendre qu'au niveau pratique, vous pourriez avoir une famille chiite dans le sud du Liban et un frère, disons, est membre de l'armée libanaise et un autre frère est membre du Hezbollah. Vous vivez souvent cette situation. Comment ces gars peuvent-ils coexister? Comment un frère peut-il se retourner contre l'autre et combattre le Hezbollah? Pour la stratégie de couverture des paris, comme vous l'appelez, au sein d'une famille, n'est-ce pas? Oui, exactement. Faire partie des deux. Là, je veux dire, ce que dit l'ambassadeur Weider est correct. Il commence à y avoir une prise de conscience que le Hezbollah est l'ennemi commun à la fois d'Israël et du Liban. Et les États-Unis soutiennent vraiment la pression exercée sur le gouvernement libanais pour qu'il accepte non seulement cela, et évidemment, ils l'ont compris depuis longtemps, mais il s'agit de reconnaître qu'il y a une opportunité historique d'essayer de faire pression sur le Hezbollah. Mais qu'est-ce qu'on voit finalement? On voit le Hezbollah se consolider dans le nord, dans les zones de Beyrouth, les banlieues autour de Beyrouth et à Daïwa. Et le président Trump a vraiment freiné Israël pour l'empêcher d'avancer vers le nord, au Liban, afin d'essayer d'éradiquer davantage le Hezbollah. Je ne sais pas si Tsahal en ont les capacités. Je ne sais pas si Israël a actuellement la volonté d'envoyer un grand nombre de soldats au Liban pour une période prolongée, alors que le président Trump essaie d'obtenir un cessez-le-feu dans toute la région, en particulier entre les États-Unis et l'Iran. Donc, cela semble être la meilleure option diplomatique pour le moment. Ensuite, il faudra voir ce qu'il adviendra finalement de cette région au sud du Litanie. C'est à cela qu'ils font essentiellement référence maintenant, le sud du Liban, la région du Litanie. Et il y a eu des discussions selon lesquelles cela pourrait être transformé en une sorte de zone de libre-échange. D'accord. Nous avons vu qu'Israël a déjà rasé une grande partie de la région, chassé la plupart des communautés chiites de cette zone, ne laissant que quelques communautés chrétiennes et druzes dans ces régions. Donc, il se pourrait que nous voyions un avenir différent, vous savez, pour le sud du Liban, afin de créer ce qui serait une zone tampon raisonnable entre le Liban, le Hezbollah et Israël. Alex, voici un autre extrait. L'ambassadeur Leiter évoque les zones pilotes dont nous venons de parler. Voyons cela. Le projet de zone pilote sera guidé par les États-Unis. Des unités spéciales de l'armée libanaise prendront le contrôle de différentes zones et s'étendront progressivement dans tout le sud. Ainsi, nous n'entrerons pas dans un autre schéma où Israël part, le Hezbollah revient et nous revivons la même chose depuis 40 ans. Nous n'allons plus entrer dans un schéma de négociation de cessez-le-feu où Israël part, le Hezbollah revient et nous retombons dans les mêmes absurdités. Cela s'arrête, tout le monde comprend que ça doit cesser. Et nous sommes pleins d'espoir que cette fois-ci, cela réussira. Donc, l'ambassadeur a raison. Depuis plus de 2 ans, nous faisons ce va-et-vient avec des arrêts, des redémarrages, des cessez-le-feu ou prétendus cessez-le-feu avec des échanges de tirs limités. Nous parlerons de l'avis du président Trump à ce sujet un peu plus tard, mais c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Et en même temps, dernière minute, un Israélien a été tué et au moins 5 autres ont été blessés lors d'une attaque terroriste au centre du pays dimanche matin, près de la communauté de Kochavia-Ir. Le dimanche est un jour ouvrable en Israël, des milliers de personnes se déplacent, soldats rejoignent leur base, enfants retournent à l'école. Selon les informations actuelles, un terroriste a été tué. Un autre a été arrêté. Et apparemment, il s'agissait d'Arabes israéliens, des Arabes ayant la citoyenneté israélienne. Ils circulaient avec une plaque d'immatriculation jaune. L'attaque a eu lieu sur 6 fronts différents. Et Alex, d'après ce que je comprends en ce moment, à cette heure-ci, des soldats et un grand nombre de policiers israéliens sont encore sur différents sites, essayant de déterminer ce qui s'est passé et de s'assurer que la menace n'existe plus. Oui, comme tu l'as dit, plusieurs attaques par balles, vraisemblablement menées par le même groupe ou la même cellule de terroristes. On a eu des tirs qui ont éclaté dans une station-service, avec au moins une personne tuée, une autre grièvement blessée, et 2 autres attaques en voiture avec, jusqu'à présent, des blessés assez graves et modérés.
En dehors de la personne dont le décès a été confirmé, 5 autres ont de nouveau été évacués à l'hôpital. C'est une situation en cours de développement. Il est probable qu'au moment où cette émission sera diffusée, il y aura plus de détails. Entre-temps, l'un des terroristes a été neutralisé sur place. Un autre a été appréhendé. Mais il y a des personnes dans le Nord qui sont actuellement confinées, car des rapports font état d'infiltration terroriste dans des communautés et des opérations de recherche sont en cours. Il y a donc la possibilité que ce ne soit pas seulement une paire de terroristes, mais qu'il puisse s'agir d'une cellule entière qui menait ce qui semble être plusieurs attaques meurtrières. Il est difficile à ce stade de déterminer l'ordre des événements, mais il y a également un rapport ici indiquant que l'un des terroristes a ouvert le feu dans le Shomron, en Samarie, dans la communauté de Salfit, et s'est engagé dans une fusillade avec le garde en service. Les terroristes ont ensuite pris la fuite. Je ne sais pas si c'était avant ou après les autres fusillades à Kfar Yavneh, mais c'est confirmé. Tout cela semble faire partie d'une grande attaque. Oui, nous n'avons pas vraiment vu d'attaque terroriste majeure, une attaque par arme à feu de cette nature depuis au moins plusieurs mois. Il semblait que nous étions dans une période de calme. Mais c'est une véritable indication que lorsque vous avez un groupe de personnes qui ont été endoctrinées dans une culture de violence et de terreur, et que vous avez aussi la distribution d'armes. Ici, on constate que des pistolets de mitrailleurs de type Carlos ont été utilisés, l'un ayant été retrouvé après l'attaque. Lorsque vous avez des armes à feu et lorsque vous avez de l'endoctrinement, même si vous n'avez pas d'ordres organisés pour aller commettre un acte terroriste. Vous savez, quand vous avez déjà ces ingrédients en place, parfois, il suffit qu'un groupe de gars se dise « Hey, aujourd'hui, on va faire notre devoir et on va aller mener une attaque terroriste. » Nous attendons toujours de savoir si, vous savez, le Hamas a revendiqué l'attentat. Et nous savons que le Hamas dispose d'une infrastructure importante en Judée et Samarie ainsi qu'à Gaza, que ce soit un autre groupe terroriste ou qu'il n'y ait personne pour réellement revendiquer l'attentat et que ces quelques terroristes soient laissés seuls à leur sort. Nous espérons que ce n'est pas lié à une vague d'attaques plus large, mais une possible attaque terroriste à la voiture bélier a été signalée samedi soir au carrefour d'Ephra, à Gush Etzion en Israël. Dimanche soir dernier, après l'enregistrement de notre émission, une attaque terroriste a eu lieu au carrefour de Gush Etzion. Il y a eu au moins 3 personnes blessées, dont une jeune fille de 17 ans, dans un état grave après avoir été blessée. Elle a été emmenée pour être opérée. Cette attaque a reçu peu d'attention médiatique, à peine 10 ou 15 secondes aux actualités. Malheureusement, c'est dû à notre réalité. Nous faisons face à une guerre sur 7 fronts. Nous parlerons bientôt du Liban, de l'Iran, de Gaza et de tout ce qui s'y passe. Dans le passé, si une attaque comme celle-là avait eu lieu, elle aurait fait la une des actualités pendant 30 minutes, il y aurait eu plusieurs reportages. C'était juste un flash d'information lié à la réalité actuelle. Une fille de 17 ans a été renversée par un terroriste arabe. C'est ironique qu'aujourd'hui, dans la situation actuelle, si le président Trump publie quelque chose sur Truth Social, cette publication fasse la une de tous les médias internationaux. Lors d'une attaque à la voiture bélier en juin à Jénine, en Samarie, une fille de 17 ans est percutée. À ce stade, cela reçoit déjà moins d'attention dans le cycle médiatique. Mais je pense que vous soulevez un point important ici, à savoir que nous espérons vraiment ne pas revenir à une vague de violence terroriste ici à Jénine, en Samarie, à Jérusalem et dans d'autres communautés mixtes arabo-juives. Vous avez noté ici qu'il s'agissait d'Arabes israéliens qui circulaient avec des plaques d'immatriculation jaune, c'est-à-dire des plaques israéliennes, contrairement aux résidents de Judée et Samarie qui ont des plaques palestiniennes venant des zones contrôlées par les Palestiniens. Donc, nous devons toujours être vigilants, c'est certain. Et surtout, si vous voyez que le front à Gaza semble se calmer, que la guerre au Liban semble aussi potentiellement s'apaiser, vous avez toujours ce problème qui n'a pas été résolu et qui se trouve à l'intérieur même du pays. Vous avez toujours une population de personnes qui ne partagent pas la même vision pour l'État d'Israël. Et ils s'opposent en fait à ce qu'Israël soit un État juif. Et comme je l'ai dit, ils ont des armes. Ils ont été endoctrinés par la télévision, par leurs manuels scolaires, par les discours publics de Mahmoud Abbas et d'autres. Donc, il faut toujours s'inquiéter du fait qu'une situation sécuritaire peut dégénérer ici, même à l'intérieur des frontières d'Israël. Nous savons que les FDI, la police et d'autres forces ont déjoué plus de 90% de ces attaques terroristes. Malheureusement, il semble qu'une attaque ait réussi ce matin.
Rendez-vous sur janus.org pour les dernières infos sur l'attaque et l'actualité en Israël. En parallèle, le ministre iranien des Affaires étrangères a insisté cette semaine pour inclure le Liban dans l'accord entre les États-Unis et l'Iran, affirmant qu'ils sont indissociables. Eh bien, parlons encore un peu des zones pilotes. Vous savez, dans le passé, avant cette dernière guerre, nous avons eu la guerre la plus récente entre Israël et le Liban en 2006. Et ensuite, il y a eu la résolution 1701 de l'ONU. Et ce que cela a fait, c'est envoyer la FINUL, les forces de l'ONU venant d'autres pays, pour venir et, en gros, garantir que le Hezbollah ne descendrait pas dans cette zone. Donc, vous savez, cela a été un échec parce que le Hezbollah se reconstruisait simplement dans le sud du Liban, juste sous leurs yeux. Et ce que la FINUL faisait essentiellement, c'était servir de blocage contre l'armée israélienne pour l'empêcher d'entrer dans le sud du Liban. Donc, ce que vous espérez qu'il se passe ici, c'est un espoir, c'est que un accord entre le Liban et Israël dit que les deux travaillent ensemble pour empêcher le Hezbollah d'entrer dans cette zone. De nombreuses questions demeurent sur la capacité de l'armée libanaise à agir, mais si c'est un accord où les deux travaillent ensemble, alors Israël peut se retirer et l'armée libanaise peut entrer. Mais si vous commencez à voir des échanges de tirs dans le sud du Liban entre le Hezbollah et l'armée libanaise, alors les FDI peuvent apporter leur soutien à cela. Le principal risque, comme vous le disiez, c'est ce qui arrive si on échange juste les uniformes maintenant. Et au lieu que la soi-disant armée libanaise empêche le Hezbollah, il suffit d'une infiltration et le Hezbollah devient en fait l'armée libanaise dans le sud du Liban et ils attendent simplement leur heure. Là, il n'y a pas de grand combat dans le sud du Liban, mais on voit simplement une infiltration lente et une montée en puissance. La question sera, qu'est-ce qu'Israël fera dans cette situation? Et ce que je dirais, la raison pour laquelle j'ai un peu d'espoir ici, c'est qu'il semble que la doctrine militaire d'Israël ait changé. On n'est plus dans une situation où l'armée israélienne va permettre un important renforcement dans le sud du Liban. Donc, même si un cessez-le-feu a été déclaré en ce moment, si les FDI qui surveillent maintenant cette zone d'une manière qu'elle ne faisait pas auparavant, ou même plus qu'elle ne le faisait dans le passé, voit le Hezbollah s'infiltrer, voit le Hezbollah redescendre vers le sud, elle est prête à violer le cessez-le-feu et à intervenir pour s'assurer que le Hezbollah n'établit pas de bastion près de sa frontière. Et Alex, concernant l'Iran, ici, je pense que c'était très, très pertinent, des commentaires très intéressants faits par le président du Liban, Joseph Aoun, qui parle de son désir de voir l'Iran quitter son pays. Regardons cet extrait. Ce n'est pas votre pays, c'est notre devoir. Vous n'avez pas à intervenir dans notre pays. Je rejette totalement cette déclaration parce que notre peuple est tué, nos maisons sont détruites. Ils utilisent le Liban comme un pion, une monnaie d'échange dans leurs négociations avec les États-Unis. C'est inacceptable. Et ici aussi, le Hezbollah doit comprendre cela. Le Hezbollah doit comprendre qu'il n'y a pas d'autre moyen que de s'asseoir et de discuter. Il n'y a pas d'autre moyen de résoudre ce problème et de sauver ce qui reste, sauf par la négociation et la diplomatie. Je veux évoquer ces commentaires, mais il faut rappeler que le Hezbollah était responsable de la mort. Vous avez évoqué la FINUL, un de ses membres tué cette semaine lors d'une frappe de drone, probablement par erreur, dans le sud du Liban. Mais pour en revenir aux propos du président, ce qu'il disait paraît assez historique. Eh bien, en lisant entre les lignes, et il ne l'a pas dit explicitement, mais il l'a presque dit explicitement, c'est ça. Le président du Liban, Aoun, disait en gros que nous préférerions avoir l'influence d'Israël au Liban plutôt que celle de l'Iran. Donc, cela en soi est un changement historique de perception ou de perspective. Le Liban est un État failli. L'Iran, ce qu'il a fait, c'est déstabiliser des pays partout au Moyen-Orient. Et l'exemple principal d'un pays qui a été déstabilisé par l'Iran, c'est le Liban, à travers le proxy iranien Hezbollah. Mais ce que Aoun n'a pas dit, c'est que nous devons éradiquer le Hezbollah. Ce qu'il a dit, c'est que le Hezbollah doit comprendre que nous devons engager une démarche diplomatique. Et ce qu'il veut dire, c'est avec Israël. Il n'a pas prononcé le mot Israël là-bas, mais il est évident que cette diplomatie se fait avec Israël. Donc, vous avez toujours une situation où il y a un Hezbollah. C'est certainement un Hezbollah affaibli.
Ils ne sont plus dirigés par Hassan Nasrallah, qui était, vous savez, un général puissant dans la région, qui était quelqu'un dont le premier ministre Netanyahou parlait comme étant la pièce maîtresse de l'Iran, comme le véritable général iranien, le général de premier plan, qui menait presque toute la campagne contre Israël. Maintenant, vous avez Qasem Soleimani à la tête du Hezbollah, un dirigeant beaucoup plus faible et plus âgé du Hezbollah ici. Donc, vous avez clairement un Hezbollah affaibli. Mais quand l'Iran parle de utiliser le Liban comme condition, ce qu'ils essaient de faire, premièrement, c'est de protéger le Hezbollah d'un affaiblissement supplémentaire, n'est-ce pas? Parce que les FDI ont essentiellement le Hezbollah, vous savez, acculé contre le mur et continuent de les pousser de plus en plus contre ce mur. Donc, l'Iran essaie de sauver ce qui reste du Hezbollah d'un côté. D'autre part, ce que Araghi essaie de faire, il dit que si Israël frappe Beyrouth, ce sera un retour à la guerre. La guerre s'arrête à la fois en Iran et au Liban ou pas du tout. Donc, d'un côté, c'est pour sauver le Hezbollah. De l'autre, c'est pour creuser un fossé entre Israël et les États-Unis de façon à ce que le président Trump exige qu'Israël cesse ses frappes contre le Liban et contre le Hezbollah parce que Trump veut un cessez-le-feu avec l'Iran. Et ce qui est essentiel ici, c'est que le Hezbollah a déclaré qu'il n'est pas tenu par le cessez-le-feu, n'est-ce pas? Donc, vous négociez avec le Liban, mais la partie avec laquelle vous êtes en guerre ne signe pas l'accord, n'est-ce pas? Donc, le Hezbollah reste libre. La façon dont tout cela fonctionne dans ce genre de triangle malsain, c'est que l'Iran dit qu'il n'y a pas de cessez-le-feu avec les États-Unis tant qu'Israël et le Liban sont engagés dans des combats. Le Hezbollah dit ne pas être parti au cessez-le-feu. L'Iran, qui contrôle toujours le Hezbollah, lui ordonne de poursuivre les attaques de drones contre Israël. Vous savez, continuer à tirer contre eux en sachant qu'Israël va riposter parce que Israël ne se limite plus à riposter. Sa doctrine militaire dépasse désormais la simple réponse du tac au tac. Quand des drones arrivent, la riposte d'Israël, le principe même, c'est qu'elle doit être 10 fois plus forte que tout ce que fait le Hezbollah, n'est-ce pas? Et donc, ce que ça fait, c'est que, vous savez, le Hezbollah envoie des drones, Tsahal riposte de façon beaucoup plus massive, bien plus importante. Et ensuite, cela crée un cycle où le Hezbollah riposte à nouveau. Et alors, ce que fait Araghi, c'est essentiellement essayer d'empêcher le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran et d'utiliser à nouveau le Hezbollah comme leur groupe terroriste par procuration pour interrompre ce processus. En espérant que Trump finisse par se fâcher contre Netanyahou, ce qu'on a vu dans ces derniers rapports où Trump, lors de cet appel téléphonique rapporté par Barak Ravid, dit « Bibi, tu es complètement fou, non? » C'est tout l'enjeu ici. Donc, vous voyez des tentatives très habiles de l'Iran pour perturber tout le processus diplomatique. Nous reviendrons sur cette conversation rapportée dans un instant. Encore une fois, le Premier ministre Netanyahou affirme que la relation entre les États-Unis et Israël n'a jamais été aussi bonne. Vous avez mentionné la tentative des médias et d'autres de créer une division entre Israël et les États-Unis. Et concernant cette conversation rapportée, encore une fois, je ne connais pas tous les détails de cette conversation. Certaines choses ont été acceptées, d'autres démenties. Mais voyons cette vidéo sur la discussion entre Trump et Netanyahou. Vous étiez en colère et avez dit « Tu es fou, qu'est-ce que tu fais ?» Je t'ai aidé à rester hors de prison. Est-ce vrai? Lui, avez-vous parlé en ces termes? Oui. Je ne dirais pas en colère. J'étais un peu perturbé par son... Toujours en conflit avec le Liban. Tu sais, à un moment donné, j'ai dit « Bibi, il faut qu'on arrête ça. Tu dois arrêter ça. » J'ai une très bonne relation, nous avons bien travaillé ensemble. Il dit toujours qu'on n'aurait jamais pu le faire, mais tout le monde sait qu'on n'aurait jamais pu le faire sans les États-Unis. Mais nous avons très bien travaillé ensemble. J'aime beaucoup Bibi et j'ai très bien travaillé avec lui. Nous avons, vous savez, je suis un président en temps de guerre, lui un premier ministre en temps de guerre, une région très importante du monde. Et je pense que nous avons, vous savez, très bien réussi. Nous nous sommes très bien entendus. Alex, nous avons parlé tant de fois ici de la tentative de créer une division entre Israël et les États-Unis, entre le Premier ministre Netanyahou et le président Trump. Savons-nous ce qui a réellement été dit? Apparemment, il y a eu plusieurs conversations entre les deux concernant le cessez-le-feu au Liban. Savons-nous ce qui est vrai et ce qui relève de l'infox ici?
Eh bien, je veux dire, nous savons que le président utilise le mot en F, d'accord? Ce n'est une surprise pour personne. Je veux dire, nous l'avons déjà entendu l'utiliser devant les caméras. Donc, on peut être certain qu'il utilise ce mot aussi hors caméra. Tu ne connais pas forcément le contexte, n'est-ce pas? Il y a le contexte dans lequel il le dit, tu sais, des amis qui utilisent des gros mots en parlant de choses sérieuses. Il y a aussi le fait de parler de façon condescendante. Et l'implication ici dans le rapport, c'est qu'il s'agissait d'une salve d'attaques américaines menée par Trump contre Netanyahou. Ce n'était peut-être pas le cas. Aussi, si tu regardes l'extrait, tu sais, Trump laisse entendre qu'il aurait pu dire ça, mais tu sais, il ne l'a pas nié, mais il n'a pas non plus dit exactement. Il n'a pas dit « oui, c'est ce que j'ai dit ». Et voici la raison pour laquelle je l'ai dit. Il n'a certainement pas nié l'avoir dit. Il a un peu esquivé le commentaire. Je pense que la vraie question, c'est, tu sais, qui est à l'origine des fuites, non? Ce n'est pas tellement une question de savoir quels étaient les termes de la conversation. Et j'ai entendu le premier ministre et d'autres hauts conseillers d'Israël parler de ça en disant que tout peut être dit à huis clos. Et pendant des années, des choses ont été dites à huis clos entre les présidents des États-Unis et les premiers ministres d'Israël. La plupart du temps, le premier ministre était Netanyahou. La question est, qu'est-ce qui se passe devant les caméras, n'est-ce pas? Les ennemis d'Israël et les ennemis des États-Unis doivent voir que quand les caméras tournent, il n'y a aucune divergence entre Israël et les États-Unis. Gardez cette idée en tête parce qu'on va regarder cet extrait, je pense, qui le prouve justement. Le président a confirmé qu'il a dit que vous étiez complètement folle. Comment avez-vous réagi à cela? Que s'est-il vraiment passé lors de cet appel? Eh bien, je ne vais pas entrer dans les détails de nos conversations. Nous en avons eu des milliers, enfin, beaucoup, beaucoup. Et si vous pensez que c'est une crise, vous devriez entendre certaines autres conversations. Mais nous avons toujours trouvé une solution. Nous avons tellement d'accords. Nous sommes d'accord sur l'essentiel. Nous voulons mettre fin au programme nucléaire en Iran. Nous voulons garantir que l'Iran ne menace ni Israël, ni le Moyen-Orient, ni l'Amérique, et qu'il ne développe pas d'armes nucléaires ou de vecteurs pour les livrer, que ce soit à Israël, aux capitales européennes ou aux villes américaines. C'est notre objectif commun. C'est ce que nous avons décidé de faire. Parfois, comme dans les meilleures familles, il y a des désaccords tactiques, mais on trouve toujours un moyen de les résoudre. Cela a été une relation formidable parce qu'il a été le plus grand ami qu'Israël ait jamais eu à la Maison-Blanche. Et il me respecte. Je le respecte. Nous trouvons toujours un moyen de régler nos différends. Le Premier ministre assure que tout va bien entre eux. Le président Trump a déclaré au New York Post cette semaine « Nous avons très bien travaillé ensemble. J'aime beaucoup Bibi et je travaille très bien avec lui. » Je pense que c'est évident, c'est vrai. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de désaccord. Il y a des accords importants, mais aussi des désaccords ici entre Israël et Trump depuis que Trump est revenu au pouvoir concernant le Moyen-Orient. Et nous pourrions en parler avec le Qatar, avec Erdogan en Turquie, avec Al-Shara en Syrie. Vous savez que ce soit Israël et les États-Unis qui auraient continué d'avancer pendant la guerre de 12 jours, ou si Israël et les États-Unis auraient avancé pendant cette opération de 6 semaines appelée Opération Epic Fury. Il existe de nombreuses différences tactiques ici, mais cela ne signifie pas que ces deux-là ne sont pas sur la même longueur d'onde, même en cas de désaccord. Je pense qu'il y a des moments où Trump a dû céder parce que Netanyahou a en quelque sorte pris les rênes et a pris certaines décisions, que ce soit à Gaza ou au Liban. Il y a eu des moments où Israël a dû se mettre en retrait comme partenaire junior, mais cela ne signifie pas qu'ils ne sont pas des alliés travaillant étroitement ensemble. La vraie question ici concerne les fuites, et c'est très sérieux. Qui divulgue cela à la presse? Vous savez, ils utilisent Barak Ravid, qui est très disposé et capable de prendre toutes les fuites possibles. Vous savez, je crois que Barak Ravid avait quelqu'un qui lui a dit que c'est ce qui a été dit pendant l'appel. C'est ça. D'accord, mais cela ne reflète pas forcément ce qui a été dit ou le contexte de l'appel. C'est juste une façon de présenter les choses, non? On voit, vous savez, dans les médias, parfois on prend une photo et la photo ressemble à une petite boîte, mais on ne voit pas ce qui se passe en dehors de la boîte. Donc, vous savez, il se peut qu'il y ait eu un appel qui a duré 2 heures, au cours duquel il y a eu beaucoup d'accords sur ce qui s'est passé jusqu'à présent, sur ce qui va se passer ensuite. Il se peut qu'il y ait eu un moment pendant cet appel où Trump a dit « Tu sais, t'es complètement fou ». Ou peut-être qu'il l'a dit comme ça « Bibi, mec, t'es complètement fou, non ?» Vous savez, donc, on ne connaît pas le contexte qui accompagne ces propos,
Mais bien sûr, tout le but de ces fuites est d'essayer de créer une situation où Trump et Netanyahou sont maintenant sur la défensive et s'en inquiètent. Je veux dire, l'espoir, encore une fois, parmi ceux qui rédigent ces fuites, c'est que l'un d'eux finisse par se mettre en colère contre l'autre. Donc, vous voyez ici que vous avez les armes. Vous avez les F-35, vous avez les missiles balistiques. Mais ces histoires sont des bombes. Vous savez, les publications sur Truth Social dans cette guerre sont des bombes. Les réactions aux publications et aux histoires sont des bombes. Et ils espèrent que, encore une fois, qu'une réaction de Netanyahou à ce que Trump aurait soi-disant dit lors d'un appel, cela crée plus de colère de l'autre côté et vice-versa. Restons sur le sujet des fuites ici parce que nous avons une autre fuite, soi-disant. Le vice-président des États-Unis est J.D. Vance qui aurait, comme je l'ai dit, divulgué un plan du Mossad à la Turquie. Un rapport affirmait que le Mossad avait élaboré un plan pour saper le régime iranien en activant les forces kurdes, mais que l'initiative avait été bloquée par le président américain Trump après cette fuite présumée. Certains affirment que J.D. Vance, le vice-président, l'a transmis à la Turquie. Que sait-on à ce propos? La première chose à dire, c'est qu'il s'agit d'une fuite provenant de sources anonymes. On ne peut donc pas prendre cela pour argent comptant. Je dirais que l'une des règles les plus importantes lorsqu'on lit des articles sur ce qui se passe dans cette guerre, c'est celle-ci. Si l'article cite des sources anonymes haut placées aux États-Unis ou en Israël, cela veut dire que cela a peut-être eu lieu ou peut-être pas. Ne croyez pas à tout ce que vous lisez. En même temps, il y a des indications selon lesquelles il y avait des plans pour qu'il y ait une sorte de campagne militaire, peut-être que des Kurdes d'Irak entrent en Iran avec des armes. Donald Trump a récemment évoqué, il y a plusieurs semaines, des citations énigmatiques où il disait avoir fourni des armes à un groupe censé les livrer en Iran, mais qui a finalement décidé de les garder. Et vous aviez Donald Trump qui disait quelque chose comme « Regardez, quelle belle arme j'ai. Peut-être que je vais garder cette arme, non ?» Donc, on ne connaît pas exactement les détails précis ici. Ce que nous savons, c'est que pour les États-Unis, l'essentiel, c'était le nucléaire. Ils ont bombardé toutes les installations nucléaires pour s'assurer que l'Iran n'avait plus de programme nucléaire. C'est pour cela que le président Trump évoque encore la poussière nucléaire, l'uranium hautement enrichi. Israël et les États-Unis voulaient détruire de nombreuses installations et la capacité de production et de lancement de missiles balistiques. Mais pour Israël, ce que vous avez vu dès le premier jour, c'est qu'ils visaient un changement de régime. Ils ont donc éliminé le guide suprême, Ali Khamenei, dès la première frappe de la guerre. Et vous avez eu le chef sortant du Mossad, David Barnea, qui a parlé des différentes méthodes du Mossad pour tenter de saper et de faire s'effondrer ce régime. Mais les États-Unis ont toujours hésité à dire que le changement de régime était leur objectif. Bien que le président ait parlé de changement de régime, il a précisé que cela avait déjà eu lieu. Je me souviens du discours d'ouverture où Trump dit, vous savez, au peuple iranien, vous savez, votre heure de liberté est arrivée. Nous sommes venus prendre le contrôle de votre pays, n'est-ce pas? Donc, il semblait que Trump donnait aussi au peuple iranien le ton, le signal pour revenir et reprendre leur pays aux mains des ayatollahs. Donc, la question est, comment faites-vous cela? Donc, bien sûr, il faut vaincre les armes que possède le CGRI avec des armes. L'opposition iranienne peut-elle le faire? Pas sans armes. Donc, il y avait l'idée que les Kurdes irakiens, les Azéris ou même les Moudjahidines du peuple Mecca, pourtant sur la liste américaine des organisations terroristes, pourraient intervenir pour saper et attaquer le CGRI de l'intérieur selon le principe « l'ennemi de mon ennemi est mon ami ». Maintenant, cette fuite dit que J.D. Vance est allé voir Erdogan et lui a parlé du plan pour que les Kurdes irakiens interviennent. Et ensuite, Erdogan a pris son téléphone, a appelé Trump et a averti que cela pourrait déstabiliser son pays en disant que ce n'était pas la bonne façon de procéder. Trump a annulé l'opération à ce moment, selon le rapport. Encore une fois, nous ignorons si tous ces détails sont exacts. Ce que cela essaie d'indiquer ici, c'est que, vous savez, J.D. Vance n'est pas sur la même longueur d'onde que Netanyahou. Et il y a toujours eu des craintes qu'au sein de cette administration, vous ayez, vous savez, Trump, Rubio,
Hegseth d'un côté, J.D. Vance de l'autre côté. Vous savez, Vance étant opposé à la guerre dès le départ et ne voulant pas permettre à Netanyahou d'obtenir la victoire totale qu'il souhaite. Vous voyez aussi ici certaines des différences d'opinion entre Netanyahou et Trump, car Netanyahou considère Erdogan comme une force déstabilisatrice au Moyen-Orient et une menace pour Israël. Et Trump semble indiquer qu'Erdogan est un allié des États-Unis. Donc, c'est certainement une divergence d'opinion ici. Mais encore une fois, ces fuites essaient simplement de créer une fracture entre les deux administrations. Je dirais que nous devrons vraiment faire attention à l'avenir. Vous savez, si J.D. Vance se présente à la présidence dans 2 ans, en 2028, par rapport à ses positions vis-à-vis d'Israël. Donc, à suivre de ce côté-là. Mais je veux parler de la situation sur le terrain. Que se passe-t-il actuellement avec les États-Unis, Israël et en Iran? Le président Trump cherche à minimiser la violence observée dans la région. Le 2 juin, les forces américaines auraient neutralisé un navire qui tentait de franchir le blocus américain contre l'Iran. Le lendemain, le 3 juin, l'Iran a lancé des missiles et des drones en direction du Koweït et de Bahreïn. Le président minimise l'importance de ces incidents. Eh bien, d'abord, la priorité principale pour les États-Unis est de rouvrir ces détroits d'Ormuz, n'est-ce pas? Vous savez, tant que les navires d'autres pays, le Qatar, Bahreïn, les Émirats, tant qu'ils ne peuvent pas circuler librement dans les détroits d'Ormuz, donc vous voyez, Trump impose un blocus au blocus. Donc ici, vous voyez un navire iranien et les navires iraniens ont réussi à sortir des détroits en empruntant un passage qui se faufile entre certaines îles contrôlées par l'Iran. Ce n'est pas vraiment l'autoroute principale, c'est plutôt comme une sortie secondaire. Ils peuvent faire passer quelques navires par là, mais pas beaucoup. Donc, le fait que les États-Unis mettent hors service l'un de ces navires, c'est en quelque sorte une petite escalade. Mais ensuite, vous avez vu que l'Iran a répondu par une escalade massive en envoyant des drones au Koweït, à l'aéroport international là-bas. Nous avons vu les scènes où un drone a frappé le terminal principal de l'aéroport du Koweït. Il y a eu des dégâts importants, au moins un civil tué lors de cette attaque. Donc, une escalade massive, vraiment massive, et pourtant Trump essaye de minimiser cela. Et c'est juste une autre indication que Trump veut sortir du conflit militaire parce qu'il s'est retrouvé directement impliqué avec cette attaque au Koweït. Et il y a eu une autre attaque, comme vous l'avez mentionné, contre Bahreïn. Ces 2 pays, vous le savez, accueillent des moyens américains, des installations et des bases aériennes américaines sur leur territoire. Trump, vous savez, avait là une occasion de presque revenir à une guerre totale ou du moins à une nouvelle escalade. Et ici, il essaie de minimiser l'escalade. En même temps, Trump, je suppose, commence aussi à vraiment comprendre la réalité de la situation ici au Moyen-Orient lorsqu'il parle de ce qu'est ou n'est pas un cessez-le-feu. Regardons cet extrait. Eh bien, vous savez, il y a une raison à tout. Et nous les avons frappés assez fort la nuit précédente et en fait la nuit dernière. Nous avons réglé cela très vite, comme d'habitude. Notre armée est la meilleure du monde. Dans cette région, un cessez-le-feu, c'est quand on tire de façon plus modérée. Le président a raison. Nous l'avons souvent répété. Il y a un cessez-le-feu entre Israël et le Liban, mais les tirs continuent. Malheureusement, 2 soldats ont encore été tués ces dernières 24 heures. Et avec l'Iran, on parle de cessez-le-feu, mais l'Iran attaque le Koweït, attaque Bahreïn et essaye de provoquer un problème là-bas dans le détroit d'Ormuz. Eh bien, vous savez, d'une certaine manière, c'est plutôt une bonne chose pour Israël que Donald Trump ait défini le cessez-le-feu de cette façon. Vous savez, et puis, vous savez, il reconnaît que les États-Unis ont tiré pendant le cessez-le-feu parce que cela donne en fait le droit à Israël de tirer pendant le cessez-le-feu. Et cela a été l'un des points majeurs dans les négociations entre le premier ministre Netanyahou et, à l'époque, le ministre des Affaires stratégiques Ron Dermer et les États-Unis, à savoir, d'accord, nous accepterons un cessez-le-feu. Mais si la situation se présente où, vous savez, le Hezbollah ou d'autres terroristes menacent les positions israéliennes, ou s'il tire réellement sur Israël, alors Israël répondra. Et vous voyez la même chose ici avec les États-Unis. Donc, vous savez, Trump, à qui on demande que signifie un cessez-le-feu, il reconnaît qu'il n'existe pas vraiment de cessez-le-feu total,
Je veux dire, même dans la définition islamique du cessez-le-feu, ils n'ont pas ce mot cessez-le-feu. Ils ont ce mot udna qui signifie un cessez-le-feu temporaire dans le but explicite de se consolider et de se renforcer de l'autre côté jusqu'au moment où vous souhaitez attaquer à nouveau. C'est ce que signifie le mot hudna, qui est la traduction de cessez-le-feu dans la culture islamique. D'accord. Trump a ses propres raisons de vouloir parvenir à un cessez-le-feu, mais comprendre cela signifie essentiellement que vous tirez de manière plus modérée. Ce cessez-le-feu est-il important pour Israël? Cela a également changé la définition de cessez-le-feu et cela continue de frapper même lorsqu'un soi-disant cessez-le-feu est en place. En même temps, le président Trump dit que le cessez-le-feu avec l'Iran pourrait prendre fin si des soldats américains sont tués au Moyen-Orient, selon des responsables ici. Donc, encore une fois, d'un côté, cessez-le-feu, de l'autre, il est prêt à retourner à la guerre. Eh bien, cela montre aussi à quel point un cessez-le-feu est fragile, parce que si vous reconnaissez que les deux camps échangent des tirs, alors chaque camp teste en réalité surtout le camp ennemi. L'Iran et le Hezbollah testent jusqu'où ils peuvent aller, vous savez, pendant un cessez-le-feu avant de déclencher une attaque majeure. Et c'est ce jeu auquel se livrent l'Iran et le Hezbollah. Ils essaient d'embarrasser le président des États-Unis. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils attaquent un peu et puis, vous savez, le président riposte parce qu'il le doit, mais ensuite, il minimise la situation. Vous savez, en gros, ils font attendre le président aussi longtemps que possible. Mais ce qui se passe, c'est que lorsque chaque camp s'attaque tour à tour, à un moment donné, il est probable que les dégâts deviennent trop importants et que l'attaque soit un peu trop forte. Au final, jouer avec le président des États-Unis, qui contrôle la plus grande armée du monde, c'est comme une danse où l'on cherche à comprendre jusqu'où va sa patience. Vous savez, les taquineries deviennent un peu trop fortes et vous savez, tout ça, c'est amusant jusqu'à ce que quelqu'un se blesse. c'est ça. Vous savez, et puis quand un soldat américain est tué ou vous savez quand il se passe quelque chose que le président ne peut tout simplement pas ignorer, vous ouvrez en fait la porte à une reprise totale du conflit. Et c'est là que le président des États-Unis a la force ultime parce que l'Iran ne peut rien y faire. Ce que vous avez vu, c'est que pendant les 6 semaines, les États-Unis et Israël ont pilonné l'Iran. Ils les ont littéralement pilonnés. Vous savez, c'était presque un chaos complet, mais ils ont remporté round après round dans le combat. C'est pendant ce cessez-le-feu et la période de négociation que, vous savez, l'Iran semble regagner une partie de son terrain. Et aussi, vous savez, ils testent dans le but d'essayer d'humilier ou d'une certaine manière de déclarer la défaite des États-Unis. Mais c'est un jeu dangereux et vous pourriez voir le balancier revenir en faveur de l'Amérique et d'Israël si on en vient à un retour à un conflit militaire. Donc, au même moment où le président dit que si un soldat américain est tué, il pourrait retourner à la guerre. Le président explique aussi pourquoi Téhéran ne se hâte pas de conclure un accord. Nous avons cet extrait. Pourquoi n'ont-ils pas encore conclu d'accord avec vous? Parce que c'est très difficile pour eux. Ils ont eu une grande indépendance. Ils ont eu affaire à un leadership très faible et inefficace de la part des États-Unis et d'autres pays, franchement, qui leur ont permis de s'en tirer à bon compte. Ils en sont fiers. Ils devront faire des choses qu'ils n'auraient jamais imaginé devoir faire. Ils n'ont pas le choix. Et ça prend un peu de temps. Vous savez, on parle de 47 ans à faire tout ce qu'ils voulaient sans être inquiétés. Je veux dire, on aurait dû faire ça il y a longtemps. Mais le président ne semble pas être pressé. Il a l'air détendu. Un accord arrivera quand il arrivera. Ça fait 47 ans. Je pense qu'un accord ou un retour aux frappes militaires peuvent survenir quand le moment viendra. En ce moment, il semble que Trump veuille que les prix du pétrole baissent. Trump veut que le Congrès lui lâche un peu la grappe. Trump veut peut-être tenir jusqu'aux élections de mi-mandat. Mais si cette situation continue, vous savez, Trump a toujours tous les moyens militaires en place ici au Moyen-Orient et il pourrait être prêt à agir. Je pense qu'il ne sera finalement pas vaincu par l'Iran. Donc, vous êtes clairement dans une période de calme où il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup d'interviews, il y a beaucoup de publications sur X et Truth Social qui, vous savez, laissent entendre que l'Iran est peut-être en train de manœuvrer et c'est certainement le cas. Trump aussi, comme vous le voyez, manœuvre ici aussi. Et ils essaient de se déjouer sur le terrain diplomatique et dans les déclarations publiques.
Et en même temps, il teste jusqu'où va la patience de chaque camp sur le plan militaire. Alex, ce week-end, nous avons appris via Axios que l'envoyé spécial de Trump, Steve Witkoff, et son gendre, bien sûr, Jared Kushner, ont rendu visite à une équipe d'experts nucléaires au laboratoire national d'Oak Ridge, dans le Tennessee. Que pouvons-nous penser de cette visite? Quelle est son importance? Certains affirment que cela indique que les négociations avec l'Iran touchent à leur fin et qu'un accord approche. J'ai cette citation. Le rapport indique que la réunion à Oak Ridge ne garantit pas d'accord, mais montre que les négociations sont très sérieuses et qu'il y a de bonnes chances d'aboutir. Nous voulons être prêts. Donc, si vous rencontrez des experts nucléaires, pour moi, cela indique que la question dont ils essaient de discuter avec les experts concerne l'uranium hautement enrichi. Trump veut faire sortir ce qu'il appelle la poussière nucléaire, c'est-à-dire l'uranium hautement enrichi d'Iran. Ce sont des gaz dans des bonbonnes qui sont enterrés profondément sous terre à Fordo, Ispahan, Natanz. Ils veulent que ça quitte le pays. Ce n'est pas facile. Beaucoup de précautions doivent être prises pour s'assurer que personne ne soit exposé à ce risque lié à cet uranium hautement enrichi. C'est un gaz qui doit être déplacé. Il doit potentiellement être congelé sous forme solide, n'est-ce pas? Cela peut exister sous forme gazeuse, sous forme liquide ou sous forme solide. Vous savez, je ne suis pas un expert dans ce domaine. Witkoff et Kushner ne semblent pas non plus être experts. Et c'est pourquoi ils sont allés à Oak Ridge pour consulter dans le Tennessee, parce qu'ils veulent négocier l'extraction de cet uranium hautement enrichi. Et nous l'avons déjà dit, il y a deux façons de l'obtenir. Vous pouvez soit l'obtenir par la porte d'entrée parce que les Iraniens le fournissent, ou facilitent le transfert, vous savez, sous terre vers ces installations afin qu'il puisse être extrait en toute sécurité. Ou il pourrait y avoir une sorte d'opération des forces spéciales dans laquelle, vous savez, on fait venir des milliers de soldats probablement pour encercler et protéger, créer un périmètre autour de la zone pendant que des experts entrent et essaient d'extraire très rapidement cette poussière nucléaire. Si Witkoff et Kushner y vont, cela indique plutôt une voie négociée pour amener les Iraniens à accepter de laisser l'Amérique. Trump a également mentionné que peut-être les Chinois, le seul autre pays capable de le faire, pourraient intervenir et récupérer cet uranium hautement enrichi, vous savez, dans le cadre d'un accord pacifique. Donc, vous savez, j'imagine que Witkoff et Kushner leur en parlent et qu'il y a des négociations concernant ce retrait de l'uranium hautement enrichi. Cela ne veut pas dire que ces négociations vont être acceptées ou signées, mais plutôt que ce sont les termes qui sont discutés par les deux parties. Alex, pour continuer, il y a environ un mois, nous avons parlé d'un rapport indiquant que des troupes israéliennes opéraient loin à l'intérieur de l'Irak contre l'Iran pendant la guerre. Et maintenant, on nous dit que pendant Opération Roaring Lion, Israël a déployé des commandos et des unités de renseignement en Azerbaïdjan. Cela fait partie de l'appareil clandestin au Moyen-Orient pour faciliter les opérations contre la République islamique, comme rapporté il y a quelques jours sur CNN. Je prends aussi cela avec des pincettes, mais c'est ce que nous entendons. Nous avons reçu des rapports sur l'installation par Israël de bases secrètes en Irak. Nous avons eu des rapports selon lesquels Israël a établi plusieurs sites ici, dans le sud de l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan a été un allié très important d'Israël et il était souvent admis, bien avant que cette guerre ne commence, qu'Israël pourrait potentiellement utiliser des bases aériennes en Azerbaïdjan pour atterrir et mener des frappes, car Israël aurait besoin de se ravitailler. Évidemment, les États-Unis ont fourni toutes les capacités de ravitaillement nécessaires avec les avions ravitailleurs KC-46, mais il est très clair qu'Israël a déployé des moyens partout au Moyen-Orient, que ce soit pour la surveillance ou comme base aérienne potentielle, au cas où un avion aurait besoin d'atterrir en urgence quelque part, ou encore pour la logistique d'acheminement de matériel ou des opérations de sauvetage. Si elles devaient avoir lieu à l'intérieur de l'Iran, ils auraient des forces stationnées à proximité. Un dernier point cette semaine, Alex.
La Chambre des représentants américaine a approuvé mercredi une résolution sur les pouvoirs de guerre qui mettrait fin à l'action militaire américaine contre l'Iran, défiant ainsi le président Trump, alors qu'une poignée de républicains se sont joints aux démocrates pour mettre fin au conflit de 3 mois entre les États-Unis et les Iraniens. D'après ce que j'ai compris, c'est surtout symbolique, car cela doit encore, je crois, passer par le Sénat, si je ne me trompe pas. Et le président peut en fait ignorer cela et continuer comme prévu avec la situation en Iran. Quelle est l'importance de cette résolution? Est-ce que cela montre que même les républicains ne sont pas satisfaits de la façon dont la guerre progresse? Ou bien est-ce que ce n'est vraiment que symbolique ici? Eh bien, je pense que c'est une indication du soutien public que Trump a pour cette guerre. Rappelez-vous, Trump, vous savez, il a fait campagne sur la promesse de, vous savez, pas de guerre sans fin au Moyen-Orient. Nous nous souvenons que l'administration Bush, la seconde administration Bush, a coincé Israël en Irak et en Afghanistan pendant une longue période. Ce que Trump essaye d'indiquer, c'est que c'était une opération. C'était, vous savez, une opération de 5 ou 6 semaines, ce qui est moins que les 60 jours pendant lesquels le président peut mener des attaques sans avoir à passer par la Chambre ou le Sénat. Et c'est pourquoi peut-être l'une des raisons pour lesquelles Trump a été, vous savez, engagé dans ce cessez-le-feu prolongé, c'est que si, en fait, les États-Unis recommencent à frapper l'Iran, il pourra, vous savez, renommer l'opération. Ce ne sera plus Epic Fury, ce sera autre chose. Ce sera une autre opération spéciale, et elle ne durera pas plus de 60 jours. C'est ainsi que Trump peut agir, vous savez, sans vraiment violer les pouvoirs du Congrès ici. Mais encore une fois, cela montre simplement que la guerre de Trump en Iran, surtout si elle est perçue comme profitant à Israël, n'est pas intrinsèquement populaire aux États-Unis, à la fois chez les démocrates qui sont progressistes et qui, en quelque sorte, font campagne contre Israël depuis longtemps déjà, et chez les républicains isolationnistes qui, vous savez, ne veulent pas s'engager. Il semble que Netanyahou mène la danse et convainc, vous savez, Trump que c'est ce qu'il doit faire et qu'il faut pousser les États-Unis dans cette direction. L'armée, vous savez, pour ce qu'il considère comme étant dans l'intérêt explicite d'Israël. Maintenant, encore une fois, je pense qu'il est vraiment, vraiment important de rappeler ce dont nous parlions il y a quelques minutes, à savoir que nous n'avons pas vu l'Iran tirer sur Israël. Lorsqu'il y a eu cette attaque contre le navire qui traversait le golfe Persique, les représailles ont visé l'aéroport du Koweït. Elles ont visé Bahreïn. Vous savez, l'Iran est une menace pour toute la région. D'accord? Il menace la navigation mondiale à travers le détroit d'Ormuz, ce qui affecte, vous savez, de nombreux pays, y compris, et surtout les alliés américains dans le golfe Persique. Mais encore plus de drones et de missiles ont été tirés contre les alliés américains au Moyen-Orient et ont été tirés contre Israël pendant toute la guerre. Vous savez, l'Iran a déstabilisé l'Irak, a déstabilisé la Syrie. Nous avons parlé plus tôt de la façon dont l'Iran a complètement déstabilisé le Liban, qui est devenu un État failli. Ils ont déstabilisé le Yémen. Cela menace les Saoudiens. Cela menace, évidemment, ils ont déstabilisé Gaza. Donc, vous savez, cette situation avec l'Iran est une situation que les États-Unis, je pense, avaient tout à fait raison d'aborder. Et c'est dans l'intérêt des Américains, voire autant que dans l'intérêt des Israéliens. Mais cela ne veut pas dire, encore une fois, que c'est populaire aux États-Unis. Vous avez ces isolationnistes au sein du Parti républicain ici qui sont même prêts à s'allier avec les démocrates si cela signifie empêcher le président Trump d'agir contre l'Iran. À suivre, mais c'est tout pour aujourd'hui dans cette édition de Jérusalem Minute sur JNS TV. Josh Haston, correspondant pour Janus avec le PDG Alex Traiman. Merci à ceux qui œuvrent dans l'ombre à JNS TV. Offrez-leur un grand merci. Abonnez-vous et assurez-vous d'aller sur JNS TV pour tout ce contenu incroyable, ainsi que sur janus.org pour toutes les dernières actualités en Israël, au Moyen-Orient et dans le monde juif entier. On se retrouve la semaine prochaine sur Jérusalem Minute, uniquement sur JNS TV.